Je m'appelle Aude et je suis une auteure et cinéaste. J'ai plus de 15 ans de carrière en tant qu'auteure. J'ai publié des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre, des articles. J'ai été récemment invitée à une résidence d'artistes au Sénégal, dans un village reculé près de Tambacounda, une des villes principales du Sénégal, à 5 heures de Dakar. Et donc, s'agissant de ma première résidence internationale, je suis arrivée avec un plan. J'avais prévu d'écrire quelques chapitres de mon nouveau roman, Projet 31, qui est donc un roman qui parle en fait du patriarcat et de la fin d'une amitié entre deux jeunes femmes et de la pression qu'ont les femmes afrodescendantes d'être féminines, de faire cette performance-là de la féminité. Et donc j'ai prévu d'écrire quelques chapitres de ce roman-là, ainsi que peut-être 1 ou 2 chapitres de mon autre roman qui s'appelle Projet Deuil. Et donc ce roman Projet Deuil est une sorte de suite de Projet 31, mais avec un personnage différent en fait. Et c'est un roman qui explore la manière dont le deuil impacte en fait une personne afrodescendante. Donc j'avais tous ces plans en tête. Malheureusement pour moi, ce que je n'avais pas prévu, c'était de ne pas avoir d'inspiration. C'était probablement la plus grosse déception pour le moment. Sans les distractions de la ville, je pensais que ma créativité allait vraiment démarrer, mais en fait j'avais beaucoup de difficultés à avoir de l'inspiration. Il faut savoir que même en résidence, les problèmes que j'ai en ville restaient avec moi, parce qu'il y a comme un loyer à payer, il y a des charges à payer. Et sans compter que j'avais aussi plusieurs projets de scénarios que je voulais écrire. Donc en ce moment, je travaille sur 3 scénarios. Un scénario de court-métrage, de projet langue, un scénario de science-fiction. Et donc ce sont tous des scénarios spéculatifs, parce que je n'ai pas de producteur pour le moment, je n'ai pas de chaîne de télé qui m'a commissionné. Donc j'ai le projet langue comme scénario, j'ai aussi un autre projet de science-fiction qui s'appelle donc le projet, comment expliquer ça, comment est-ce que je l'appellerais, on va dire le projet Retour à la vie, qui est donc un scénario de science-fiction. Et j'ai un autre scénario de science-fiction spéculatif qui lui, je l'appellerais projet, comment est-ce que je peux l'appeler, projet inclusion, projet inclusion. Et donc ce projet inclusion, c'est un scénario de science-fiction que je n'ai toujours pas écrit. Et miraculeusement, il s'avère que j'ai décidé d'utiliser un processus différent en fait. Pour ce projet-là, j'ai décidé de ne pas l'écrire. Les images me venaient en tête, les punchlines me venaient en tête, les personnages me venaient en tête. J'écrivais mes notes, mais je n'écrivais pas le scénario. Et c'est un scénario, en fait, c'est un scénario qui est une sorte de... C'est un scénario qui se passe sur un lieu de travail. Donc, c'est le genre de série télé qui se passe sur un lieu de travail. Et donc, c'était inspiré de beaucoup de choses, y compris mes expériences au travail. Et donc, je me suis dit, je ne vais pas l'écrire. Mais là, à cette résidence, il s'est avéré qu'il était temps pour moi de l'écrire parce que je n'avais pas d'inspiration pour écrire quoi que ce soit d'autre. Avant d'entamer mes projets d'écriture, je commence toujours par mes objectifs. Et mon objectif, en fait, pour le projet Inclusion, était de le finir dans cette résidence-là. Sachant que j'avais déjà fait le travail de penser, en fait, l'histoire, de penser les personnages. Et puis aussi, j'avais décrit de manière très claire la trame narrative, ainsi que chacun des beats, donc chacune des séquences du scénario. Ce qui veut dire des moments clés. Je n'écris pas les scènes, je n'écris pas un résumé de scènes pour chacune des scènes, mais un moment clé. Et donc, sachant que j'avais fait ce travail-là, je me sentais capable d'écrire ce scénario. Et le but, c'était vraiment de l'écrire pendant mon temps à la résidence. Donc,
pour cultiver ma créativité, j'allais souvent lire des livres parce que lire des livres m'aide, que j'écrive des livres ou des romans ou des articles. Et on avait une belle bibliothèque là-bas. Bon, le problème, c'est que des fois, dans cette bibliothèque-là, il y avait des guêpes et il y avait toutes sortes d'insectes et d'araignées et tout ça. Mais bon, à part les insectes qui vivaient leur vie, c'était une très bonne bibliothèque. Donc, ça m'a aidé pour mon inspiration. Mais je me rendais compte aussi que même si je n'avais plus de distraction, que je ne pouvais plus utiliser Internet, les réseaux sociaux et mes appareils électroniques pour me distraire, je trouvais d'autres moyens de me distraire en tapant dans la conversation, en prenant vraiment du temps à trouver le livre parfait que j'allais lire. Donc, il fallait vraiment me mettre au travail. Donc, ce que j'ai décidé, c'est que tous les matins, après avoir pris mon petit déjeuner, j'allais m'asseoir, lire un peu, et puis ensuite, un peu avant le déjeuner, j'allais tout simplement commencer à écrire. Il s'agit du premier scénario spéculatif de télé que j'écris depuis 2020. Donc ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé sur une nouvelle histoire. Mais vu que mon précédent projet, donc le projet Retour à la vie en fait, n'avait pas eu les résultats escomptés, c'est-à-dire que je n'avais pas réussi à gagner des concours de scénario, je n'avais pas réussi à avoir un agent et je n'avais pas réussi, j'avais réussi à avoir l'attention d'une boîte de production, mais c'était un projet assez temporaire. Donc je me suis dit, ok, je vais commencer à travailler sur ce nouveau projet. Donc une fois que j'ai commencé à écrire la trame narrative et les moments clés du scénario, et sachant qu'une fois que j'identifie les moments clés du scénario, l'idée c'est que mon personnage principal a un but. Ce but-là, en fait, c'est de sauver sa femme. Et donc, chaque moment clé que mon personnage principal vit doit la pousser à prendre une décision. Une décision qui va de soi, en fait. Une décision qu'elle doit prendre dans le but de réussir à remplir cet objectif-là. Donc, ce que je fais, c'est qu'il y a plusieurs techniques que j'aime bien faire. Mais ma préférée, c'est d'utiliser des post-it, en fait, et d'écrire chaque moment clé, acte par acte, qui se déroule dans l'histoire. Donc, j'utilise ça comme post-it. J'avais aussi du papier, parce que je me suis dit, écrire sur du papier, ça allait vraiment m'aider. Parce que même si je n'ai pas vraiment Internet là où j'étais, ce serait trop facile de, regarder des séries, regarder des films et tout ça. Donc, j'avais ce papier, j'avais aussi mon carnet. Donc, les feuilles de papier là, ce sont des feuilles de papier, vous voyez bien, elles ne sont pas reliées. Le carnet, c'est là où j'écris la trame narrative en premier. Et après ça, je réécris la trame narrative sur mes post-it. Et ensuite, je vais écrire sur le papier. Donc, comme vous pouvez voir, le vent avait décidé autrement. Donc, c'était vraiment des feuilles de papier pour lesquelles j'allais écrire le scénario et ensuite le taper sur mon ordinateur. Mais j'ai remarqué que cette technique-là, en fait, m'aidait à écrire très rapidement parce que j'avais moins de distractions. Donc, en gros, revenir à ce que les gens faisaient dans les anciens temps. Des fois, ça aide à être plus efficace parce qu'il y a beaucoup d'avantages à l'électronique, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Comme vous le savez et comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo précédente sur comment écrire des scénarios et surtout comment utiliser la structure pour les scénarios, il y a plusieurs types de structure dans les scénarios. La structure en 3 actes, la structure en 5 actes, le Kito Kenshinsu, que j'adore. Malheureusement, c'est compliqué quand on essaye de vendre des scénarios sur des marchés occidentaux, de vendre le Kito Kenshinsu parce que en fait, les agents, les boîtes de production, en fait, vont partir du postulat qu'il ne se passe rien, ce qui n'est pas vrai. Donc, moi, j'utilise très souvent la structure en 5 actes qui a été popularisée dans les livres Into the Woods. Et donc, j'ai 5 post-it. Et dans chaque post-it, j'écris un résumé de ce qui se passe dans chaque acte. Par exemple, le premier acte, c'est l'acte où mon personnage principal prend la décision de commencer un nouveau taf
parce que elle veut comprendre ce qui s'est passé avec sa femme et la raison pour laquelle sa femme la rejette. Mon acte 2 sera donc quand mon personnage principal découvre qu'il se passe quelque chose de horrible dans l'endroit où elle travaille et se rend compte que sa vie ainsi que la vie de ses amis sont en danger. Et du coup, elle décide de trouver sa femme et donc demander de l'aide. Une autre chose qui m'a vraiment aidée quand je décide d'écrire ce scénario, c'est de relire d'autres scénarios. Parce que j'ai reçu beaucoup de notes sur mes anciens scénarios et un d'entre eux, c'était qu'on me disait que j'écrivais souvent de très longues descriptions comme si c'était un roman. Et je suis une romancière de base, je serai toujours une romancière. Je ne sais pas si je serai une scénariste pendant longtemps parce que c'est encore plus compliqué que les romans, écrire des scénarios et les vendre, mais je serai toujours une romancière. Donc c'est une critique valide. Donc du coup, ce que j'ai fait en fait, c'est de lire des tas de scénarios, de m'inspirer très fortement de la manière dont ils décrivent et de l'utiliser dans mes scénarios là. Donc c'est quelque chose que je ferai jamais en tant que romancière. Jamais je verrai un livre de Marie Scondé et je verrai exactement la manière dont elle décrit ses personnages et dont elle décrit les scènes et j'utiliserai cette technique-là mot pour mot dans mon roman. Jamais. Mais pour les scénarios, malheureusement, c'est pas, c'est pas de la littérature. C'est pas digeste en fait à lire les scénarios. Et surtout, c'est pas un art qui encourage vraiment l'originalité et jouer avec la forme. C'est un art où on te demande de suivre un moule, et de le suivre très bien en fait. Même quand il s'agit d'introduire tes scénarios, en général, on nous dit de trouver d'autres films ou d'autres séries télé qui sont qui inspirent vaguement votre histoire. Par exemple, moi, mon scénario, ce que j'écris, je dis à tout le monde que c'est un mélange entre Severance, la série télé, et Sorry to Bother You, le film de Boots Riley. Pour mes romans, je dirais jamais, c'est un mélange de Beloved de Toni Morrison et Ségou de Marie Scondé, parce que ça rend pas de sens. Donc c'est pour vous dire à quel point écrire des scénarios, c'est vraiment très conservateur et ça n'appelle pas à l'originalité, malheureusement. Une des nombreuses raisons pour lesquelles je sais pas si je vais continuer.
Après avoir lu les différents scénarios, ce qui peut ou ne pas être de la procrastination, ça dépend de la manière dont vous le voyez, je me suis sentie prête à écrire en fait. Donc, il faut savoir que j'avais déjà écrit différentes chara design, donc différentes descriptions de mes personnages. Pour mon personnage principal, j'avais décrit en fait son âge, son histoire, son apparence physique, sa famille, le fait que ce soit une personne noire qui était adoptée, donc une adoptée transraciale, c'était quelque chose de très important pour l'histoire. Le fait qu'elle soit relativement timide. J'avais décidé en fait de sortir des terrains battus parce que moi en général j'adore écrire des personnages qui sont pas très aimables, des personnages complexes et des personnages assez sombres. Et pour cette histoire-là, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'ai jamais fait en plus de 20 ans de carrière. C'est d'écrire un personnage qui est aimable, un personnage gentil, un personnage que les gens en fait vont rapidement pouvoir s'attacher et vont rapidement pouvoir apprécier ça. Et j'ai essayé d'écrire aussi un personnage un peu naïf qui se rend compte en fait de quelque chose d'énorme. Quelque chose d'énorme se passe dans son lieu de travail et que sauver sa femme va être une urgence. Donc voilà. Et pour les autres personnages, j'ai aussi écrit des chara design. Pareil, pour trouver leur nom, sur Scrivener, il y a un générateur de noms que j'utilise beaucoup, mais j'ai aussi une longue liste de noms en fait, quand j'ai des difficultés. Mais pour être honnête, au niveau des noms, pour cette histoire-là, j'ai décidé d'être vraiment stratégique. J'ai vraiment choisi des noms assez basiques pour certains personnages pour expliquer à quel point, en fait, ce sont des personnages ordinaires. Et ce qui leur arrive peut être une grosse tragédie, en fait, qui peut arriver à n'importe qui. C'était vraiment le but. Et pour mon personnage principal, j'ai donné un nom. Et un nom, en fait, qui est vraiment très... un nom qu'on ne donne pas forcément souvent à des personnes noires, mais à qui ses parents, qui sont blancs, vu que c'est une adoptée transraciale, lui ont donné en fait. Ensuite, j'utilise beaucoup Scrivener parce que c'est l'outil que j'aime le plus quand il s'agit d'écrire des scénarios et même écrire des romans. Et donc, sur Scrivener, j'en profitais pour des fois écrire certaines scènes, mais c'était assez rare. Mais des fois, j'écrivais certaines scènes quand j'étais sur mon ordinateur et que tout d'un coup, j'avais de l'inspiration. Et puis aussi, j'en profitais pour relire certains de mes anciens scénarios pour éviter certains écueils. Donc, une fois que j'avais fait tout ce travail de préparation, le but, c'était vraiment d'écrire 2 à 3 scènes par jour. Je ne sais pas si c'est énorme ou si c'est normal, mais c'était vraiment un but, 2 à 3 scènes par jour, en sachant que, idéalement, pour un scénario de télé spéculatif, de science-fiction, vous devez écrire entre 55 et 60 pages. Donc vraiment, l'idée, c'était d'écrire 2 à 3 scènes, peut-être 5 maximum, pour finir dans le temps imparti. Donc ça s'est passé comme ça. Donc j'écrivais scène par scène et en général j'essayais d'écrire des blocs. Par exemple, la première scène, donc c'est une scène d'intro assez intense où, dans un musée en fait, où mon personnage principal découvre son nouveau lieu de travail qui est un musée et il y a quelque chose de totalement inattendu qui se passe. Et c'est une scène inattendue dont j'étais inspirée par des activistes africains qui donc sont allés au Quai Branly, si je ne me trompe pas, pour se réapproprier en fait des œuvres d'art africaines. Donc c'était mon inspiration. Donc il a fallu que je voie ces vidéos. C'était un peu compliqué avec le manque d'internet, mais il a fallu que je voie ces vidéos et que j'écrive donc leur version scénarisée.
Une fois que j'ai écrit donc chacun des actes sur des post-it, je joue avec les post-it. C'est-à-dire que je les déplace. Je mets l'acte 3 à la place de l'acte 1, l'acte 1 à la place de l'acte 5 par exemple, pour voir si la trame narrative a toujours un sens et pour voir si en fait ça rend l'histoire meilleure si les choses changent un peu, si les choses bougent un peu. Donc je me suis rendu compte que j'utilisais tellement de post-it qu'il a fallu que j'en rachète d'autres. Donc à ce moment-là, je me suis sentie en confiance et prête à écrire. Je pense que quand vous avez plein de rejets, plein de lettres de refus, c'est difficile de se sentir en confiance, mais cette résidence m'a vraiment aidé à retrouver un peu de foi, un peu de confiance. J'en parlerai un peu plus dans une vidéo suivante. Donc, j'ai commencé par la scène, donc la première scène. En fait, je commence dans l'ordre chronologique parce que j'écris un scénario de science-fiction. Donc, il est très important pour moi d'écrire en fait le monde et les règles du monde dans lequel on est, parce que c'est un monde de science-fiction et il est important que les lecteurs comprennent très vite en fait ce qui fonctionne pas dans ce monde, qu'est-ce qui est accepté, qu'est-ce qui n'est pas accepté, qu'est-ce qui est bizarre, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc j'ai écrit la scène, sachant que j'écris en anglais, il y a toujours des fois où je me sens pas forcément en confiance par rapport aux mots, où je dois vérifier si ce sont les bons mots que j'utilise, où je dois vérifier si c'est la bonne traduction. Donc en général, en fait, quand j'écris, je laisse ces mots et puis dans la ligne d'en bas, j'écris toujours traduction à vérifier. Il y avait aussi des passages, des descriptions surtout que j'écrivais et je me disais, bon, je vais voir ce qui a été écrit dans les autres scénarios que je lis pour être sûre que j'en fais pas trop. J'écris pas trop de descriptions qui sont romancées. J'écris pas de manière trop sèche parce que c'est quelque chose qu'on m'a reproché aussi. Vu qu'on me dit que j'écris trop comme un roman, je me suis dit bon, j'écris de manière un peu plus sèche. Donc il se passe quelque chose, mon personnage principal se retourne, il y a une forêt devant lui, mais on m'a dit que c'était trop sec. Donc j'ai l'impression qu'on peut jamais gagner. Donc du coup, ce que je faisais, c'est que je m'arrêtais, j'allais voir les descriptions et la manière dont les scènes d'action surtout étaient écrites, parce que plus j'écris des scénarios de science-fiction et des histoires de science-fiction, puis il y a des scènes d'action, parce qu'en général j'écris de la fiction spéculative pour mes romans où il n'y a pas beaucoup de scènes d'action, et mes scènes d'action sont relativement physiques, donc il faut savoir comment bien expliquer, surtout quand il y a des combats et tout ça, et il y en a quand même dans mon nouveau scénario. Donc voilà, donc c'est ce que je faisais, puis ensuite je continuais par rapport au dialogue. Pour les dialogues, c'est aussi un terrain sur lequel je dois m'améliorer, mais en général j'aime lire les dialogues à voix haute en fait, et j'aime aussi un peu, regarder au loin et avoir ces personnages qui me viennent en tête avec ce qu'ils disent. Mais ça aide vraiment pour les dialogues, soit d'avoir des amis qui peuvent lire vos dialogues, soit que vous les lisiez à voix haute, mais je pense que c'est toujours mieux d'avoir des proches qui peuvent les lire, vos dialogues. Donc, voilà ce que j'ai fait pour la première scène, sachant aussi que c'était important pour moi d'écrire des personnages, parce que chacun des personnages qui apparaît dans cette première scène, en fait, sont des personnages importants. Donc, il était important pour moi de les décrire en 2 lignes, mais de manière à les rendre assez uniques et mémorables. Donc là encore, il a fallu que je regarde mes notes et que je vois la manière dont je les avais conçues, si les choses avaient changé entre la première fois où j'ai conçu cette histoire, il y a 2 ou 3 ans, et maintenant,
à l'heure où j'écrivais. J'ai donc suivi ce rythme d'écriture pendant plusieurs jours. Je me levais, j'écrivais, je relisais les scénarios qu'on m'avait conseillé de lire pour voir les points clés où en fait je pouvais m'inspirer pour ma propre histoire. Et puis après, du coup, je continuais d'écrire. Et j'ai suivi ce rythme-là de 2 ou 3 scènes par jour, à peu près tous les jours, jusqu'à ce que éventuellement j'arrive à un moment en fait où j'avais un peu du mal à continuer. Donc j'ai pris une mini pause. J'avais du mal à continuer parce que je suis arrivée à un moment où la fin était assez bancale. J'ai du mal avec les fins de mes histoires. Et dans un scénario, c'est là où le bas blesse, malheureusement, parce que dans un roman, je trouve que les lecteurs ils vont plus pardonner une histoire qui se finit mal plutôt que dans un scénario, en fait. Et vous pouvez penser à toutes les séries télé, tous vos films préférés qui se finissent mal et les fans se plaignent pendant des années et à ne pas en finir. Alors que pour les romans, même si ça finit mal, en général, les gens sont plus ouverts d'esprit. Donc du coup, comme j'avais un trou, j'ai essayé de voir un peu ce qui se passait dans les deux scénarios dont je suis inspirée, Severance and Sorry to Bother You. Et bon, dans Severance, si vous regardez la série, vous saurez que, en fait, elle n'est pas encore finie. Donc j'ai aucune idée de la fin. Pour Sorry to Bother You, la fin était géniale, mais pas forcément applicable à mon scénario de série télé parce que je suis censée finir sur un cliffhanger parce que c'est comme ça qu'on écrit un scénario spéculatif pour un pilote. Est censé finir sur un cliffhanger, une fin en fait qui donne envie d'en savoir plus pour que les lecteurs, pour que les boîtes de production, pour que les chaînes de télé en fait décident de te commanditer pour écrire le reste de la saison. Donc je ne pouvais pas avoir une fin satisfaisante. Donc j'avais du mal. Finalement, après avoir lu un peu, après avoir réfléchi, j'ai décidé de trouver une fin alternative en fait. Une fin alternative où semblable en fait au Dark Night of the Soul. Vous voyez dans Save a Cat, où en fait mon héroïne pense qu'elle a tout perdu. Elle pense qu'elle a perdu sa femme, elle pense qu'elle a perdu son taf, elle pense qu'elle a aussi perdu l'amour de ses parents et tout. Et aussi la manière dont elle voit la race, la manière dont elle s'accroche à cette idée-là que en fait elle est transraciale, donc c'est un fait, mais aussi la manière dont elle pense que le racisme peut être résolu en fait, juste par la gentillesse, juste par la bienveillance. Et donc il y a un Deus Ex Machina à la fin dans cette fin-là, où il y a un personnage qui arrive et qui lui propose quelque chose qui peut potentiellement changer sa vie. Donc c'était pas une fin très satisfaisante pour moi, et je sais bien que ça va pas être une fin très satisfaisante pour mes personnages, pour mes lecteurs, mais c'était la meilleure fin que j'avais pour ce scénario. Donc voilà, c'est ainsi que j'ai fini mon scénario de science-fiction spéculatif. Je dois dire qu'il s'agit de l'une des 2 histoires que j'ai écrites, les 2 seules histoires que j'ai écrites que je pourrais relire tout le temps en fait, parce que ce sont des histoires dures, mais quand même plaisantes à lire. Je ne sais pas si ça veut dire que ce sont les meilleures ou quoi que ce soit, mais j'aime pas me relire. J'aime pas me relire et j'aime pas relire mes histoires. Bon, malheureusement, c'est ce que j'ai fait. Une fois que j'ai écrit le scénario, je l'ai tapé à la main sur Scrivener et après je l'ai relu. Et une fois que je l'ai relu, du coup, j'ai envoyé à mes lecteurs. Donc mes lecteurs, ce sont des potes à moi. Et puis aussi des collectifs d'auteurs racisés, de scénaristes racisés dont je fais partie. Donc c'est ainsi que j'ai un peu conclu le scénario. Je sais qu'il y aura un deuxième jet, parce que le premier jet que j'ai écrit donc est rarement satisfaisant, est rarement excellent. Même si vous êtes un génie, ce ne sera pas le cas. Désolée de briser des rêves. Mais après l'avoir lu, je me suis dit, bon, c'est pas trop mauvais pour un premier jet, on peut continuer. Donc voilà, je sais qu'il me reste encore beaucoup de choses à faire par rapport à ça. Il faut vraiment, dans le passé en fait, pour
pour mon projet Retour à la vie, par exemple, mon autre scénario de science-fiction sur lequel je travaille depuis 4 ou 5 ans, par exemple, un écueil que j'ai eu, c'est que j'en suis déjà à la version 12 en fait. Et je sais qu'il y a des auteurs qui écrivent jusqu'à la version 100. Michaela Coel, quand elle a fait sa série télé I May Destroy You, elle a écrit 100 versions de son scénario. Mais en général, à moins que vous ayez le temps et l'argent, c'est pas idéal. Donc pour ce scénario-là, cette nouvelle technique que j'ai testée, qui est donc d'imaginer ce scénario dans ma tête sans l'écrire immédiatement, j'aime beaucoup et je pense que je vais le privilégier dans le futur. Parce que ça m'aide vraiment à écrire un premier jet qui est limpide. Je finirai en disant que c'est un scénario que j'aime bien, qui a été inspiré par donc mes expériences dans le monde du travail, en particulier dans les grandes entreprises. Et j'ai essayé de mêler donc la science-fiction et la comédie, qui est quelque chose que j'écris rarement, de la comédie. Et si on me demande d'écrire un scénario de comédie tout seul, j'y arriverai pas, mais en science-fiction, ça marche. Donc voilà l'écriture de mon premier jet. Vous à ma chaîne pour plus de conseils d'écriture et de conseils sur comment faire des films. Ou inscrivez-vous sur ma newsletter, sur mon site internet, pour suivre mes aventures, lire mes livres et regarder mes films.